peu Macron. C'est-à-dire Macron, il joue au président, mais concrètement, en termes de levier de souveraineté, il a quoi? La souveraineté monétaire, ils l'ont pas. La souveraineté, la capacité de réguler les flux de capitaux par les frontières, il ne l'a pas. L'endettement, le creusement du déficit, il ne peut pas. Il y a Maastricht, il y a les critères européens qui l'empêchent. Donc globalement, on a un président spectateur qui ne peut agir que par la baguette magique de la fiscalité, de telle manière, en adhérant à une idéologie, celle du ruissellement, c'est-à-dire en croyant qu'en réduisant la pression fiscale au niveau des riches, la richesse va comme par magie descendre vers le bas. Mais on sait très bien que c'est faux, que c'est totalement faux. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la crise du taux de profit, on ne peut pas avoir un taux de profit intéressant dans l'économie réelle. Et donc, le seul moyen d'échapper à cette crise de taux de profit, c'est ce qu'on appelle la dérive de la finance. Et ce que je dis, c'est que l'hypertrophie de la finance n'est pas une dérive du capitalisme, mais c'est une nécessité de reproduction du capitalisme. Il a besoin d'engendrer des champs fictifs de création de richesse et de profit, parce qu'il ne peut plus les réaliser au niveau de l'économie réelle. Donc, d'où le fait que les gens, par une intelligence organique et intuitive, je parle des gilets jaunes, ont commencé à développer leurs revendications. Ils ont très bien compris que le problème, c'est le problème des leviers de souveraineté. La question de l'Europe a été posée, la question de l'euro a été posée, la question de la démocratie représentative a été remise en cause. Donc tout devient de plus en plus cohérent, parce que la crise est une crise systémique. Quand j'ai dit que les États-Unis et le Brexit et le Royaume-Uni ont initié la mondialisation avec Thatcher et Reagan à la fin des années 70, début des années 80, et aujourd'hui ils sont les premiers à les quitter, parce qu'il y a eu deux phases dans la mondialisation. Déjà, quand on met en concurrence différentes nations dans un grand espace de libre-échange, il y a une convergence vers une moyenne. Seulement pour certains, la convergence est à la hausse. Pour la Chine, l'Inde, qui veut une classe moyenne émergée, un pouvoir d'achat parce que le différentiel est grand. Mais pour les pays les plus développés, la moyenne est à la baisse. Donc il y a une convergence vers la baisse par la mise en concurrence du capital travail, pas du capital financier. Alors ça prend pas uniquement la forme des migrations, des flux migratoires. Ça en fait partie pour créer des surnuméraires, mais également par la délocalisation. Quand le capital établit un arbitrage entre des pays européens et entre la Chine, l'Inde, la Tunisie, le Maroc, cet arbitrage est de nature à mettre en place un système où le capital poursuit la pauvreté en permanence là où elle est. Il a besoin de la pauvreté pour créer de la plus-value absolue, par l'allongement de la durée de travail dans des pays où le code du travail permet d'exploiter les gens, quitte à les battre, même dans des ateliers en Chine, ou de la plus-value relative, on va avoir des ingénieurs indiens qui sont aussi qualifiés et formés que les ingénieurs européens, mais qu'on va payer 10 fois moins cher. Donc on ne peut pas, dans un schéma mondialisé, penser la question du peuple, parce que le peuple est le cercle communautaire le plus vaste qui permet de ne pas être abstrait, parce qu'au-delà ça devient abstrait, et donc ça permet d'étendre le champ d'empathie à une communauté large, et ça permet de fonder une démocratie. Une démocratie a besoin de frontières. Les frontières, c'est ce qui permet à un peuple de faire corps, d'avoir un corps par rapport auquel il va se situer par rapport à un autre. Parce que je rappelle que si on sort de la bisounoursie actuelle, ambiante, la politique, c'est toujours la dialectique ami-ennemi. Carl Schmitt est toujours d'actualité. On ne peut pas penser à la démocratie dans un cadre amorphe où il n'y a pas de délimitation, il n'y a pas de frontières. Et donc les Gilets jaunes, aujourd'hui, ont perçu où réside le problème. Cela, Macron ne va jamais le lâcher. La question du référendum, la question de... On a eu même un député d'En Marche qui disait « J'aimerais pas me réveiller demain dans une France où la peine de mort va être restaurée. » C'est-à-dire, mais regardez comment ils voient le peuple comme des sauvages. Si on leur donne la liberté, ils vont restaurer la guillotine et on aura des tortures et l'Inquisition. Je veux dire, mais ça s'est déjà produit par le passé. Excusez-moi, Rachid Hachachi, lorsque vous parlez justement de la guillotine, lorsque vous parlez d'un certain nombre de choses, la Révolution française... Mais la guillotine, c'est ce qui permet à Macron aujourd'hui d'être au pouvoir. Il n'y aurait pas eu la guillotine, il serait pas là. Oui, d'une certaine manière, mais quand on a eu la suite de la Révolution française après l'exécution de 21 janvier 1793, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement que c'est parti dans tous les sens avec Robespierre et la terreur, et donc effectivement, lorsque le responsable du mouvement En Marche parle de la peine de mort, il a peut-être pas forcément tort, parce que quand on se réfère à l'histoire de France, il y a eu la grande peur, on a eu la terreur, et voilà, il faut rappeler, mais non, c'est pas le peuple n'a jamais dirigé. C'était la bourgeoisie ascendante qui, dans son épopée bourgeoise, a dirigé à travers... La bourgeoisie, ça faisait partie du tiers-état. Le tiers-état, c'est 97%. C'était 97% de la population française. Il y a plein enfin, on peut rentrer dans un détail, mais la Révolution française, ce n'est pas toute la France, c'est principalement le bassin parisien, toute la périphérie restait spectatrice, la Vendée a été massacrée, il y a eu un populicide, donc c'est pas unanime, premièrement. Deuxièmement, c'est une révolution bourgeoise qui représentait une minorité de la population française
française de l'époque, qui était majoritairement rurale et d'artisans au niveau des villes. Donc c'est la violence bourgeoise qui se déchaîne par la déconstruction de la tradition et de toute son antériorité. C'est la jeunesse de la modernité, d'accord, qui est violente et qui a engendré le sang. Donc aujourd'hui, admettons quand bien même il restaurait la peine de mort, mais c'est-à-dire c'est un mépris pour la démocratie. C'est-à-dire on dit que le peuple n'est pas apte à imposer une décision collectivement admise et que nous, la minorité éclairée, donc on n'est plus dans la démocratie, on renoue avec une logique aristocratique. Seulement avec des gens qui ne parlent ni grec ancien, ni latin, ni ne jouent au piano, avec des mains faites pour jouer au tennis et pas pour faire la guerre. La parole aux gilets jaunes dans la prise de décision. En tout cas, si on leur permettait de prendre des décisions politiques, vous pensez que la France irait mieux? Je dis tout simplement que tout à l'heure, il a été dit que le peuple a voté pour Macron, que Macron exécute le programme. Je dis que le peuple n'a pas voté pour Macron, le peuple a voté contre Marine Le Pen, et que pour que Macron arrive avec Marine Le Pen, il a fallu tuer politiquement Fillon, en sortant une affaire au bon moment, au bon timing. Donc tout est orchestré. Donc dans ce schéma-là, je suis désolé, il n'y a aucune légitimité politique. Donc la moindre des choses, si on veut réellement, c'est d'établir un référendum. Mais ils ont une peur terrible de la question du référendum. Parce qu'on voit au moins les Anglais, malgré toute la laideur de leur système oligarchique, au moins ils ont le mérite de respecter la volonté du peuple. Il y a eu un Brexit, il y a eu un référendum, et là ils sont en train de négocier la possibilité. N'est pas une population. Non, mais excusez-moi, mais la population française n'est pas une population qui est très pacifiée, très pacifique en tout cas. Mais comment on peut savoir? Suisses. Les Français ne sont pas les Suisses. Je suis désolé, Rachid. Ils ont un soubassement idéologique que vous connaissez mieux que tout le monde. Peut-être ici autour de les Français, vous savez quelle naturisant. Je veux dire, d'une manière générale, je vais pas d'une manière générale, vous avez entre les Bretons et les. Non, mais l'histoire est là pour le prouver. Non, mais l'histoire est là pour prouver que la bourgeoisie est capable d'une violence abominable et atroce à une échelle industrielle pour déconstruire une élite en place et pour prendre leur place. C'est tout ce que démontre l'histoire. Le peuple en lui-même n'est pas violent, le peuple en lui-même est conservateur, il aime la paix, il aime la tranquillité, il aime avoir un minimum de confort, un peu de spiritualité, d'être équilibré en harmonie avec son environnement. Le peuple n'est pas violent. Ce qui est violent, c'est les agitateurs, et c'est en l'occurrence la police française qui est violente. Car là, on a Macron qui nous chante des litanies par rapport à Viktor Orban. Celui qui est en train de gazer des gens, c'est pas Viktor Orban. Et par rapport à la violence, je rappelle que Macron a mobilisé 12 blindés de la gendarmerie le samedi d'avant, qu'il y a une fille qui a perdu un œil, parce que l'ordre a été donné à la police de tirer avec les flashballs à hauteur de visage, que des gens ont vu leur joue arrachée par ces mêmes flashballs, et qu'il n'y a pas d'essoufflement. C'est normal quand vous fermez des lignes de métro, quand vous fermez des lignes de bus, quand vous mettez des checkpoints pour fouiller les voitures, arracher les masques qui permettent aux gens de se protéger par rapport aux gaz lacrymogènes, et qu'on instaure un climat de terreur policière, c'est normal, après on dit, tiens, le mouvement s'est essoufflé. C'est normal qu'il s'essouffle. Tout est essoufflé, pas uniquement le mouvement. Donc il y a une violence policière qui fait que le fascisme aujourd'hui n'est pas du côté de Budapest, mais il est plutôt du côté des grandes métropoles occidentales, en l'occurrence du côté de Paris. Oula. En une phrase, je me tais. C'est une colère. Je pars de l'idée d'une phrase de Charles Maurras qui disait que c'est parce que nous aimons notre peuple que nous aimons tous les autres peuples. Et c'est par solidarité empathique que je m'identifie à ces gens-là. De même que je m'identifie aux gens du Harak de Jarada. Il y a une cause commune des dominés, des vulnérables, des gens abandonnés par un modèle donné, par un modèle oligarchique, par le mode de production capitaliste. Ces gens-là, je suis empathique avec eux et j'ai mal pour eux, j'ai mal aussi bien pour les Marocains qui souffrent que pour les Français, que pour les Chinois. Du phénomène de contamination radio. Enfin, les gens qui défendent la démocratie directe et l'initiative populaire, ils sont pas crétins, ils comprennent très bien que le peuple ne peut pas être consulté selon un petit détail. D'où le fait qu'ils proposent une rupture avec le mandat représentatif et ils proposent le mandat impératif. C'est-à-dire on mandate quelqu'un pour une mission donnée qui est révocable à n'importe quel moment par la même initiative populaire qui lui a permis d'être mandaté. C'est ce que demandent aujourd'hui les Gilets jaunes. Oui, je veux dire, mais ils ne demandent pas de faire un référendum pour chaque petit détail. Non, voilà, ils demandent une forme d'organicité par le mandat impératif. Et ça a déjà eu lieu. Je veux dire, quand on lit les travaux d'anthropologues comme Pierre Clastre, dans La société contre l'État, Marshall Salif et d'autres, on voit très bien que à une échelle humaine moyenne, tribu, confédération de tribus, la logique du mandat impératif est ce qui prime et qui permet la survie de la tribu. Et l'exemple au tout début de l'Empire romain, lorsque l'empereur Octave décide d'envahir la Germanie, il envoie une armée avec à sa tête le général Varus. Les Chérusques, les Germains d'en face, ils ont Arminius, qui est un Germain comme eux, mais qui a grandi à Rome. On lui dit, vous connaissez mieux les Romains que nous, donc on va vous mandater pour diriger la bataille. Il dirige la bataille, il écrase les Romains, ça lui monte à la tête, il veut devenir roi. Que font les Chérusques? Ils le tuent.
Parce que dans la logique de mandat impératif, une fois la mission terminée, vous devez vous diluer à nouveau dans la communauté et redevenir comme tout le monde. On mandatait quelqu'un parce qu'il était le plus apte d'entre nous pour nous mener la chasse, pour mener la guerre, pour réaliser des travaux ou autre chose. Donc on peut penser la question de la démocratie directe à une échelle humaine acceptable et qu'un pays peut garder toute son intégrité territoriale, mais en se reconfigurant en une forme de confédération de communes à échelle humaine dans une logique de subsidiarité où il y a effectivement des choses qu'on ne peut pas décider au niveau de la commune, les chemins de fer, les autoroutes. Là on va mandater des gens à une échelle supérieure qui vont décider mais qui demeureront toujours sous contrôle. Quant à la question de la morale, on ne peut pas compter sur la morale individuelle de quelqu'un. Je veux dire, les gens ils sont pas tout le temps gentils ou tout le temps honnêtes ou tout le temps cupides, il y a la faiblesse. Donc c'est la situation qui fait. Vous savez, vous prenez le pire des usuriers, vous le mettez dans un schéma où l'usure est interdite, il n'est pas usurier. Voilà, donc c'est une forme de situationnisme qu'il faut adopter, et de par la loi et de par le contrat social que les gens vont établir en place, feront que tel comportement deviendra juridiquement impossible, mais par le contrôle permanent des citoyens de la chose publique. Enfin, la question des sondages. Les sondages avaient prédit que le Remain allait l'emporter, que le Brexit allait perdre. Ils ont prédit que Hillary Clinton allait gagner, que Trump allait perdre. Donc on sait très bien ce que valent les sondages, qui détient les sondages, qui sont les propriétaires et avec qui ils sont de connivence. Et par rapport à la question de la dette, effectivement, Talal Hello a raison, parce qu'il y a une forme de dogme, il y a des lignes qui tombent du ciel. Voilà, cela n'est pas discutable. La question de la monnaie, dès qu'on parle de souveraineté monétaire, on vous dit vous voulez retourner à la planche à billets. Dès qu'on parle de la dette, de monétiser la dette, là encore, vous voulez créer des problèmes. Donc il y a un faux paradigme qui est plaqué sur la réalité et qui prétend être le vrai paradigme, alors qu'il y a des moyens, des marges de réflexion, et effectivement, tu as raison, et de conceptualisation qui permettent de renouer avec des schémas traditionnels, mais non pas dans leur forme contingente passée, mais dans une forme renouvelée, parce que ça a eu le mérite de durer, de structurer l'humanité pendant très longtemps, parce que cette démocratie représentative, elle est récente. Elle n'est pas ancienne. On dirait qu'on parle d'une tradition plurimillénaire. Elle est totalement récente. Par contre, il y a des constantes anthropologiques qu'il s'agit de respecter, et c'est tout à fait faisable, et ça ne procède pas de l'utopie. Alors,